Quel point commun entre la guerre en Ukraine, Marine Le Pen et le renforcement de Frontex sur lequel les Suisses s'apprêtent à voter? L'immigration, évidemment. L'autre grande crise de notre époque avec le climat, une crise à laquelle on ne sait quelle réponse apporter ni sur quelle humanité danser. Les migrants, on les aime, on ne les aime pas, on leur trouve une utilité, on n'en trouve pas. On s'identifie à eux, on ne s'identifie pas. L'enfer, c'est toujours un peu les autres, résumait bien Jean-Paul Sartre, surtout dans un climat de grande insécurité ou perçu comme tel. Qui faut-il d'ailleurs accueillir chez nous et pourquoi? Frontex est-elle la solution pour réguler l'immigration? Eh bien, on en parle ce soir dans Le Point, avant de retrouver en fin d'émission Alexandre Kominek pour son point de vue, évidemment, lui, très personnel sur la question. Bienvenue à toutes et tous sur l'Aimant Bleu. Et bienvenue à nos invités ce soir autour de cette table, un plateau très masculin. Je tiens à préciser, ce n'est pas faute d'avoir tenté d'attirer des femmes ici qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas, ça je ne saurais pas le dire. C'était donc ma minute justification et maintenant on passe à la présentation de tous les invités. Bernard Cercoglini, bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir fait le trajet de Paris exprès pour nous rejoindre. Vous êtes un linguiste fameux, professeur à l'université Paris Diderot, spécialiste de la langue française. Vous avez d'ailleurs été notamment vice-président du Conseil supérieur de la langue française et vous venez de publier avec l'académicien Éric Orsena Les mots émigrés aux éditions Stock, qu'on voit à l'antenne. Une très jolie parabole pour démontrer que le français n'est pas et de loin une langue pure, comprenne qui pourra. Philippe Ball, bonsoir. Bonsoir Laetitia. Merci de votre présence chaque semaine à nos côtés, Philippe. Faut-il encore vous présenter? On va le faire un peu, ancien directeur de Charlie Hebdo et de France Inter et auteur évidemment d'une foultitude de livres dont on ne citera que le dernier, un dictionnaire philosophique paru aux éditions L'Observatoire. Carlos Sommaruga, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être parmi nous, monsieur le sénateur, conseiller aux États socialistes. Vous siégez à la commission de politique extérieure et dans la délégation mixte entre les membres de l'AELE, Association européenne de libre-échange, et du Parlement européen. Ça prend tout son sens, votre europhilie de cœur aussi, puisque vous défendez, une fois n'est pas coutume, le refus à l'une des politiques cardinales de l'Union européenne en matière de sécurité aux frontières, l'agence Frontex, dont on rappelle, les Suisses voteront en mai, le 15 mai, pour ou contre le référendum contre le renforcement de la participation suisse à Frontex. On va en parler tout de suite. Mais tout de suite, Jawed Sangdel, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de l'université privée genevoise UMerf University. Vous êtes aujourd'hui naturalisé suisse. Mais vous avez connu le parcours du combattant, on va dire ça comme ça, du migrant classique. Et c'est à ce titre que vous êtes là ce soir. Vous êtes venu très jeune d'Afghanistan, sans permis. Vous êtes aujourd'hui suisse, mais vous avez également tenté de faire venir votre famille en vain après la prise de Kaboul par les talibans en août 2021 et vous allez nous raconter tout ça ce soir. Et enfin, Sidney Kamerzin, bonsoir. Bonsoir. En Zoom, pas avec nous entre deux commissions, c'est pour ça que vous n'êtes pas physiquement présent. Vous êtes conseiller national du parti Le Centre, ancien parti démocrate chrétien. Vous siégez à la commission des affaires juridiques et vous défendez, comme toute la droite, y compris l'UDC, pour une fois pro-Bruxelles, le oui au renforcement de Frontex. Alors Frontex, on va y venir tout de suite, c'est tout de même un comble, non, Sidney Kamerzin, de vanter sur le renforcement de mesures dites anti-migrants, en tout cas pour les référendaires, alors qu'on est en train d'accueillir sur le territoire européen près de 4 millions d'Ukrainiens. On peut peut-être aussi préciser, pour que tout le monde comprenne bien de quoi on parle, de quoi il s'agit exactement pour cette votation Frontex. Bon, pour cette votation, elle est très clairement liée à l'espace européen, à l'espace Schengen, auquel la Suisse a adhéré depuis 2008 en réalité, et par cet accord, en fait, c'est un accord bilatéral Schengen, on a décidé de ne plus avoir de contrôle systématique à nos frontières nationales et de repousser, si on veut, d'adhérer à cet espace Schengen et donc de repousser les contrôles systématiques aux frontières, aux confins de l'Union européenne. Donc ça nécessite une collaboration
avec les États européens, les autres États européens qui sont également dans cet espace Schengen, nécessaire puisque en ayant accepté de supprimer, si on veut bien, nos frontières, eh bien, en les ayant repoussées aux limites de l'Europe, eh bien, la Suisse doit collaborer puisque les contrôles systématiques, que ce soit au niveau des mouvements de population, au niveau de la criminalité, etc., eh bien, se font au niveau de l'Europe. Et la Suisse doit collaborer. Et aujourd'hui, on a une extension qui est proposée, financière et en ressources humaines, parce que l'Europe doit avoir les moyens de sa politique de contrôle des frontières. Et c'est simplement une validation de l'augmentation des moyens à disposition. Mais c'est une politique anti-migrant, en tout cas selon les référendaires. Est-ce que ce n'est pas paradoxal, encore une fois, aujourd'hui, on accueille près de 4 millions d'Ukrainiens, dont on rappelle, ils ne sont pas membres de l'Union européenne? C'est pas une politique anti-migration. Du moment qu'on a, disons pas des frontières, disons un espace complètement libre avec le monde entier, du moment qu'on a des conditions d'octroi d'asile ou des conditions d'octroi d'asile, que ce soit en cas de persécution ou bien des conditions d'entrée dans l'Union européenne au niveau économique, eh bien on doit avoir un contrôle avec un système qui est mis en place pour contrôler les accès, rediriger ceux qui souhaitent déposer une demande d'asile ou une demande pour exercer une activité professionnelle ou économique en Europe. Et du moment qu'on a choisi ce système-là et qu'on n'est pas dans un open space européen ou mondial complet, eh bien, il faut rediriger les personnes qui souhaitent faire des demandes au point d'accès et voir si les conditions sont remplies ou pas. Donc, le choix, c'est simplement de se dire, est-ce qu'on ouvre complètement tout l'espace ou est-ce que on a ce système qu'on avait en Suisse auparavant où on a des points qui contrôlent les personnes qui se présentent si elles remplissent les conditions d'entrée dans l'Union européenne, respectivement en Suisse ou pas. Le cas de l'Ukraine, c'est un cas particulier. On n'a plus vécu de conflit à ce niveau-là en Europe depuis 1945. C'est une situation exceptionnelle à laquelle on répond avec des solutions exceptionnelles. Après, on peut débattre si les conditions préférentielles qui ont été mises pour les réfugiés ukrainiens sont admissibles au regard de celles qui étaient mises pour des Libyens ou des Syriens dernièrement, puisqu'on a octroyé un régime plus favorable. Ça, c'est une autre question. Mais enfin, pour ce type de situation exceptionnelle, il faut répondre par des moyens exceptionnels. Mais je ne crois pas que Frontex, aujourd'hui, ce soit la réponse à ça. Frontex, c'est de se dire, on a un système de collaboration au niveau européen. L'Europe doit avoir les moyens de sa politique extérieure, en matière de migration aussi, et Frontex, c'est simplement se donner les moyens. Je dirais juste comme dernier élément, si on n'a pas un système et une agence de coordination qui est efficace, eh bien on doit collaborer avec des États tiers, on a vu, c'est des accords avec la Turquie, dans le pire des cas, c'est construire des murs, et c'est justement ce qu'on veut pas. On veut que l'Europe dispose des moyens nécessaires de sa politique migratoire, de sa politique extérieure, et Frontex, c'est le moyen d'y parvenir. Carlos Maruga, sur Frontex, justement, un outil anti-migrant, selon les référendaires. Alors je pense qu'il faut quand même resituer tout le débat. C'est-à-dire que d'abord, c'est l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est un espace de sécurité intérieure et de libre circulation intérieure. Le Parti socialiste et moi-même, j'ai toujours soutenu le développement de l'espace Schengen, le renforcement de l'espace Schengen et des outils aussi à disposition de la police, parce que ça permet en fait d'arrêter en Suisse un délinquant qui a été poursuivi au Portugal ou quelqu'un qui est en Belgique et qui se retrouve en Italie ou en Grèce. Donc c'est très bien ça. Le problème, c'est autre chose. C'est la surveillance des frontières. La surveillance des frontières, on a eu un transfert des compétences de la Commission et du Conseil européen à une agence qui s'appelle Frontex, qui en fait aujourd'hui n'a pas de supérieur politique, on va dire, de surveillance politique. Il y a un conseil d'administration et un monsieur qui dirige ça, qui s'appelle monsieur Leggeri. Et la mise en œuvre de cette agence, dans sa politique de garde-frontière, on constate qu'il y a des violations des droits humains qui sont en fait des violations des principes même du traité de Lisbonne, mais qui sont aussi du traité de la Constitution suisse. Et donc, ce que nous demandons, c'est simplement que Frontex applique correctement les valeurs qui sont celles de l'Europe, qu'on revendique aujourd'hui d'ailleurs dans le conflit ukrainien comme étant les valeurs européennes et qui sont piétinées par la Russie. Et donc, nous demandons que aussi la Suisse contribue à ce que ce soit de cette manière-là, on ait une agence Frontex qui respecte cela. Les pushbacks en Méditerranée avec des morts qui viennent
qui arrivaient d'Afrique, ou simplement des pushbacks dans les forêts aujourd'hui polonaises pour ceux qui arrivent d'Afghanistan et qui arrivent sur l'Europe, alors même qu'on fait venir 4 millions d'Ukrainiens. En même temps, je veux dire, on maltraite ces Afghans, ces Syriens qui arrivent par ce biais-là. Aujourd'hui, à la frontière entre la Turquie, entre la Grèce et la Turquie, on maltraite, on méprise des gens, on les déshabille, on les renvoie nus. Il y en a qui se noient dans les rivières parce qu'on ne veut pas les faire venir. Et ils n'ont même pas la possibilité de déposer une demande d'asile, parce qu'il faudrait leur permettre de déposer la demande d'asile, de pouvoir la traiter dans le cadre légal de la demande d'asile. Alors qu'est-ce qui se passe? C'est que c'est vrai que la réforme elle-même de Frontex est au sein de l'Union européenne, et d'ailleurs le Parlement européen a refusé de voter tout le budget pour Frontex l'année passée. Il y a 92 millions d'euros qui sont bloqués en attendant que M. Leggeri et son conseil d'administration se mettent en place une politique qui est une politique de respect. Et moi, nous, on dit, en tant que Parti socialiste et les opposants, ici en Suisse, quels moyens on a? On dit non à ça là. Pourquoi? Parce que nous, on a demandé l'instauration de couloirs humanitaires, c'est-à-dire qu'au lieu des 800 resettlements qui viennent de Liban, de Turquie ou de la Libye en Suisse, on puisse avoir 2000 par année de personnes qui passent à travers ces couloirs avec la collaboration du HCR, et puis cela évite que ces gens passent par les forêts polonaises ou par la Méditerranée sur ces rafiaux et se noient. Et généralement, c'est les plus vulnérables qui se noient. Et donc, on a intérêt à faire venir ces gens comme ça. Et nous, on a essayé de négocier avec la ministre Karine Keller-Souter qu'il y ait ce supplément de permis humanitaire qui soit accordé. Elle a, au dernier moment, dit non, et elle a fait l'alliance avec les nationalistes de l'UDC, qui, eux, ont changé de camp. Ils ont toujours été opposés à Schengen, mais cette fois-ci, ils ont donc adhéré. Bon, on revient dans une configuration politique qui est semblable au Parlement européen. La gauche critique, la droite et les nationalistes favorables. Et donc, avant, c'était inverse. Parce que les socialistes, il n'y avait jamais eu de majorité. Et cette fois-ci, ça a été renversé. Mais nous disons, faites ça, et puis on va renégocier après notre adhésion ou notre maintien au sein de Schengen, mais avec ces mesures d'accompagnement interne. Malgré tout, il y a une clause guillotine, justement, et dont on ne sait pas, justement, si elle pourrait être actionnée et forcer la Suisse, pour le cas où on voterait oui au référendum qui ferait sortir de la Suisse de l'espace Schengen. C'est l'épouvantail que manie Mme Keller-Souter, ministre de la Justice, Police et Justice en Suisse. Mais non, c'est-à-dire que personne n'a intérêt à ce que la Suisse, au cœur de l'Union européenne, quitte Schengen. Et nous ne le prenons pas. Nous, ce que nous disons, c'est qu'on dit non à cet arrêté spécial qui simplement reprend le développement de l'acquis de Schengen pour ensuite faire la même chose, mais avec cette mesure d'accompagnement interne. On a des mesures d'accompagnement interne sur la libre circulation pour la protection du marché et la protection des salaires. On demande aussi des mesures d'accompagnement qui permettent de mieux traiter les droits fondamentaux, le droit d'asile et le respect de la dignité des gens. Et donc, c'est vrai qu'on ne va pas tout résoudre, mais on résout une partie du problème et c'est notre contribution. Et un non politique pour ensuite revenir, c'est aussi un signal à Bruxelles de dire oui, effectivement, il y a urgence. Et puis c'est aussi une pression sur le Conseil fédéral parce qu'il a 2 administrateurs au sein de la conseil d'administration de Frontex. On ne sait pas ce qu'ils font, on n'a jamais entendu une critique, on ne sait même pas s'il y a un discours pro-droit. Donc, moi, je dis aujourd'hui un non qui est un non européen, qui est un non humaniste et un non solidaire, et qu'on va déjà au mois de juin, après ce non, reprendre le débat pour avoir un arrêté qui soit de reprendre, de rester dans Schengen, mais avec plus de défense des droits humains et du droit d'asile. Alors, je vais m'adresser justement aux 2 citoyens européens, citoyens peut-être même de gauche que vous êtes, Bernard Ciancoglini. Justement, c'est au-delà de Frontex, c'est la politique sécuritaire, la politique migratoire de l'Union européenne qui est en question aussi. On voit que fondamentalement, ça ne marche pas. Aujourd'hui, comme il a été dit, on utilise des États tampons à l'intérieur et à l'extérieur de l'Union européenne pour parquer les migrants, pour les empêcher de rentrer. Il y a d'ailleurs un accord qui avait été passé avec l'Ukraine avant la guerre pour qu'elle serve justement de tampon comme la Turquie. Il n'y a pas justement de répartition au sein de l'Union européenne des migrants. Du coup, ils restent parqués dans des camps en Grèce ou en Italie. Cette politique-là européenne, elle n'est pas contestable en soi. Y a-t-il vraiment une politique européenne? Il y a un ensemble de mesures répressives, bricolées et articulées. Je crois, et Philippe Val va en parler dans quelques minutes, à mon avis, il faut refonder la chose et faire une vraie politique de l'immigration. C'est-à-dire non pas du tout répressif, mais étudier les besoins
des pays, savoir que la migration est une chose normale, naturelle dans l'histoire des peuples, on le sait. Mondialisation, Et c'est l'histoire de l'humanité. dans l'histoire de l'humanité. On le sait, la migration est normale, l'histoire des langues le montre. Il faut donc en tenir compte, savoir quels sont les besoins de l'Europe et faire une politique d'accueil réfléchi, éclairé. Et je crois, Mais ce n'est pas ce qui se fait aujourd'hui. c'est ce qu'il va se faire demain, je crois. Philippe Val, vous êtes d'accord Alors, avec ça? La guerre en Ukraine a provoqué une prise de conscience assez brutale, rapide en tous les cas, notamment de la Commission. De toute façon, tout ce qui n'est pas politique migratoire provoque l'immigration clandestine. C'est clair, c'est net, c'est comme ça. Et l'immigration clandestine, elle est ingérable. Elle est ingérable, d'autant plus ingérable qu'on ne sait pas renvoyer les gens qui ne peuvent pas être accueillis chez nous, puisque les pays d'origine ne veulent pas les reprendre. Donc il y a un souci humain, on parle finalement des personnes comme s'il s'agissait de marchandises. La guerre en Ukraine a provoqué une prise de conscience évidemment très rapide, on savait déjà ça avant, mais à cause de l'afflux de 5 millions potentiels d'immigrés potentiels en Europe occidentale. La Commission européenne vient même être beaucoup plus. Hein. Oui. Le HCR pronostique 8 millions. Là, on en est à 5 en ce moment qui sont sur les routes, mais ça va être plus, oui. La Commission européenne a publié une directive qui va faire du bruit, j'imagine, dans les jours qui viennent, pour organiser l'immigration, enfin avoir une politique d'immigration. Une politique d'immigration avec qui répondent à un besoin. Par exemple, vous voyez, entre aujourd'hui et 2030, c'est-à-dire 8 ans, il va nous manquer 12 à 13% de personnes au travail dans nos pays pour des postes de base. On va manquer énormément, et on manque déjà d'ingénieurs, de médecins, et puis d'autres dans la restauration. On manque de gens, il nous faut absolument des immigrés, mais on ne doit accueillir, si possible, si on arrive à faire une politique d'immigration, que ceux que l'on peut former. Et quant au cerveau, parce que c'est aussi une fuite des cerveaux pour les pays pauvres, nous engageons à les former, à les employer et à faire en sorte qu'ils servent aussi après leur pays. Il va y avoir une politique d'immigration mise en place par la Commission européenne qui ne sera pas obligatoire, ça sera sur le volontariat des pays membres, des 27 pays membres, mais une politique d'immigration complètement liée à l'aide au développement, puisque ça concerne l'Ukraine, mais ça concerne aussi le Maroc, la Tunisie, l'Algérie, le Nigeria et le Sénégal en premier. Et donc, on ne peut pas imaginer une seconde une politique d'immigration dont on a besoin. C'est absolument nécessaire d'une gestion par les parlements notamment, par les parlements en interne. Et après, Frontex, dans un premier temps, les mesures qui doivent être prises à Frontex, et je comprends le problème de la Suisse, de toute façon, qu'elle le veuille ou non, elle en bénéficie de Frontex. Géographiquement, il y a peu de migrants qui arrivent directement parachutés en Suisse. Oui, ils ne viennent pas à la rame en Suisse. Donc, mais c'est pour ça qu'on peut les expulser aussi. C'est pour ça qu'on peut les expulser plus facilement grâce à Schengen aussi. Et juste avant de poursuivre là-dessus, Jawed Sangdel, vous, pour rendre les choses aussi plus humaines, vous qui avez vécu tout ça, hein, les passeurs, traverser des frontières sans permis, etc., ça vous inspire quoi, justement, ces discussions théoriques sur le dos de gens comme vous? En fait, je parle de terrain, il faut parler d'histoire d'abord. Personne n'a envie de quitter son pays, de venir émigrer dans un autre pays. Je prends un exemple de moi-même. Dans mon pays d'origine, je vivais mieux qu'aujourd'hui. 100 fois mieux qu'aujourd'hui, ici que je vis ici. Aujourd'hui, je travaille ici, je forme mes enfants, ma famille, tout ça. C'est-à-dire, dans les pays où, si on fait une analyse statistique, aujourd'hui, il y a beaucoup d'immigrants qui viennent de certains pays, l'Afghanistan, la Syrie, la Libye, les autres pays. Mais tous ces pays, ils ont eu de la guerre. La guerre, c'est créé par qui? C'est pas par eux-mêmes, par les États-Unis, que nous, en tant qu'Européens, on a soutenu. Pour l'Afghanistan, oui. Pour partout, même en Ukraine, il n'y a pas de politique européenne. J'ai honte en tant qu'oriental, suisse, européen, que nous n'avons pas de la politique claire pour notre continent. Vous oubliez un petit problème, les talibans. Non, mais les talibans, c'était... Non, les talibans, mais l'accord avec les talibans, ce n'est pas les Afghans qu'ils ont fait, c'est les Occidentaux qu'ils ont fait. 47 membres des pays de l'Union européenne, autant qu'ils ont fait avec les talibans, bien sûr avec guide des Américains. Mais maintenant en Syrie, en Irak, même en Ukraine, aujourd'hui, la guerre en Ukraine, quels que soient les résultats en Ukraine, on n'aurait pas la guerre. Aujourd'hui, c'est les Américains en Ukraine aussi?
Non, bien sûr, c'est eux qui ont provoqué la guerre. Oh. Mais nous, qu'est-ce que nous avons fait en Europe? En l'occurrence, on parle de ceux justement qui veulent fuir le régime taliban. Si vous me laissez parler, imaginez-vous, quels que soient les résultats de la négociation, nous, en tant qu'Européens, on n'aurait pas dû laisser la guerre. Je sais que Poutine, il l'a fait vraiment envahir l'Ukraine, mais nous, en tant qu'Européens, on suit les Américains. Aujourd'hui, vous demandez à n'importe quelle personne en Europe, ils disent que nous, on n'a pas de politique claire en Europe. La guerre en Afghanistan, c'était les Américains, mais on a suivi. Je parle de cas pratiques. Moi, ça fait 23 ans que j'habite ici en Suisse. Je représente la Suisse dans 16 pays dans le monde, en Asie, en Afrique. Je travaille pour la Suisse. J'ai demandé pour ma famille une demande de juste visa pour ma famille de venir ici en Suisse. J'ai présenté l'ensemble des garanties. Donc au moment où Kaboul a été après pris, après le 15 août, j'ai envoyé 30 copies passeport suisse avec croix blanc. Voilà, écoutez, on est prêt de porter garant pour notre famille. À ce jour, je n'ai pas de réponse. Je n'ai pas eu des impôts. J'ai formé mes enfants ici, qui ont fait PFL de Lausanne, l'Université de Genève, tout ça, qui sont tous aujourd'hui médecins, ingénieurs, tout ça, pour la Suisse. Quelle est la réponse de la Suisse en tant que citoyen suisse? Finalement, la réponse, c'est les Américains qui ont voulu accueillir toute ma famille. Et en Turquie, une seule personne de membre de ma famille, ma tante, qui ne voulait pas aller aux États-Unis, elle a dit que non, je ne vais jamais aux États-Unis parce que c'est eux qui ont détruit mon pays. Je vais en Suisse parce que la Suisse, c'est un pays neutre. Je fais la demande. J'ai présenté ma demande à notre ambassade à Téhéran. Jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas de réponse. Les conditions sont remplies. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut éviter la guerre. Quel est le résultat de négociation? On crée la guerre, on dit qu'il faut éviter les immigrations. Pour éviter que les immigrants viennent en Europe ou ailleurs, la solution est ne pas créer la guerre. Il ne faut pas aller chez les gens de créer la guerre. C'est simple. Mais je pense qu'on va éviter plein Alors ça, c'est une critique qu'on a entendue souvent vis-à-vis mais une du grande statut. partie de la guerre qui vient. Moi, je suis venu pour la guerre. Récemment, c'est la guerre. Moi, je suis venu pour la guerre. Du statut spécial qu'on a justement laissé aux Ukrainiens. D'ailleurs, c'est votre collègue de parti, Adamara, qui est la première à dénoncer le fait qu'effectivement, il y a un bon migrant puis il y a un mauvais migrant. Oui. Carlos Maruga, puis malheureusement, Bernard il faut le dénoncer, parce que tout à l'heure, j'entendais le Conseil national, la Kamenzing, nous dire « Ah oui, bon, ce truc spécial, parce que c'est la guerre en Ukraine », comme si c'était quelque chose de nouveau. La guerre, ça a touché tous les pays d'Afrique, ça touche les pays d'Asie. Mais lorsqu'on sait qu'au Congo, il y a eu 4 millions de morts, c'est-à-dire on n'est pas loin, on est encore au-dessus de ce qui s'est passé en Syrie, on est au-dessus de ce qui se passe en Ukraine. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour accueillir des gens qui étaient en fuite de ce pays, qui cherchaient tout simplement un havre de paix? Rien. Rien. On les a laissés finalement dans leur pays, et ensuite il y en a certains qui ont essayé de venir par leurs propres moyens jusqu'ici, et ils se sont noyés dans la Méditerranée, et Frontex avec ses bateaux a aidé en fait au pushing back de ces bateaux dans les eaux territoriales libyennes. Ça, c'est la réalité, et c'est ce qu'il faut dénoncer. Et ce qu'il faut dénoncer, et c'est que moi je rejoins ce que dit M. Val, à savoir cette nouvelle politique migratoire européenne qui veut se mettre en place, c'est-à-dire, c'est comme notre position dans le non Schengen, c'est-à-dire il faut créer des canaux de migration légale qui puisse avoir lieu. Aujourd'hui, il est impossible pour des familles comme celle de monsieur, de déposer des demandes d'asile dans les ambassades parce que le Parlement suisse a verrouillé ça, parce que l'Europe a verrouillé les demandes d'asile dans les ambassades. Donc vous voulez faire quoi? Vous poussez les gens à venir sur les chemins de la migration illégale. Et donc après, qu'est-ce qu'on fait? On renforce les frontières avec des mesures qui sont non conformes à nos valeurs pour simplement les empêcher de venir. Donc, aujourd'hui, je pense qu'il faut effectivement repenser. Il faut repenser dans la stratégie des besoins de l'économie. Je pense que la seule qui va s'en sortir, c'est l'Allemagne, parce qu'elle a pris 1 million de migrants en 2015. En 2019 de la Syrie, et que donc elle est en train de le former, etc. Et qu'il faut aussi aujourd'hui changer ce regard sur la migration. Il faut changer aussi la manière dont on traite les gens. Et moi, je peux vous dire, moi je suis scandalisé de mon gouvernement qui n'a pas pris un seul Afghan après la chute du régime et la prise de pouvoir par les talibans. Pas un seul permis n'a été accordé, un permis humanitaire n'a été accordé. Disons que ce n'était pas possible. On a pris simplement au départ les collaborateurs de la coopération au développement qui étaient sur place. Les Suisses, on les a retirés, les collaborateurs directs. Mais il y a des gens qui étaient des traducteurs dans les prisons, etc., qui travaillaient avec les Anglais, avec les Américains, etc. Ils sont toujours sur place. On a tous les dossiers. Ils sont sur la table. Il n'y a rien qui est fait. Et ça, c'est dramatique. Ce n'est pas parce qu'ils sont basanés, parce qu'ils sont musulmans et parce qu'ils habitent en Asie. Alors, c'est la question, effectivement, qu'on va traiter. Ça sera juste après la pub, parce qu'il est le temps de faire une courte pause. À très vite.
Le point de retour, les migrants qu'on aime, qu'on n'aime pas, qu'on veut accueillir, qu'on ne veut pas, on continue d'en parler. Avant de retrouver Alexandre Kominek, qui est son point de vue très particulier sur la question, ce sera en fin d'émission. Et donc, on en était effectivement aux bons migrants, aux mauvais migrants. Est-ce qu'il y a des migrants, comme pour paraphraser Coluche, il y a des migrants il y a des gens plus égaux que d'autres, Sidney Camerzin, pour répondre aussi à votre confrère Carlos Sommaruga? Mais il y a différentes sortes, différentes situations. Donc il y a les migrants, les mouvements dus à des persécutions politiques, ethniques, religieuses, des conflits armés. Et puis il y a aujourd'hui, le débat est très actuel aussi, au mouvement de population dû à la recherche de conditions économiques meilleures. Donc, ce n'est pas les mêmes situations. Et aujourd'hui, c'est pour ça que l'Ukraine, il faut effectivement, moi j'ai été tout à fait favorable à l'accueil. Les cas que disait M. Sommaruga avant en Afrique, les conflits qui vraiment avec des persécutions importantes, eh bien, je crois qu'on a cette tradition-là. Mais après, c'est au niveau économique, ça a été dit aussi avant dans le débat. Qu'est-ce que... Pour le cas de l'Afghanistan, qui était un cas de guerre, les permis humanitaires ont été extrêmement rares. D'ailleurs, il y a beaucoup de voix qui se sont élevées pour dire que la Suisse a une politique infiniment trop dure en la matière. Alors effectivement, par rapport à l'Afghanistan, c'est effectivement un cas particulier, mais on voit qu'aujourd'hui, par rapport à l'Ukraine, la situation, eh bien, elle est différente. Et puis la Suisse, aujourd'hui, fait le travail qu'elle doit faire par rapport aux réfugiés ukrainiens. Si on prend la situation actuelle, à mon sens, il y a peu de critiques à ce niveau-là, elle est satisfaisante. Est-ce qu'il y a un bon migrant, un mauvais migrant, M. Camerzin? Non. Non, je dirais pas qu'il y a un bon ou un mauvais migrant. On peut pas dire ça comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a des situations différentes. Il y a des cas où il faut vraiment, je pense, ouvrir les portes. Et il y a des cas. La situation ukrainienne et afghane. Par exemple, la situation ukrainienne. Je crois qu'aujourd'hui, il y a des personnes, notamment à l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. On ne peut pas aujourd'hui, pour quelque raison que ce soit d'ailleurs, fermer la porte à ces personnes. Mais en quoi est-ce qu'elle est différente de la situation en Afghanistan, où il y avait des gens, même qu'on voyait chuter des avions parce qu'ils voulaient fuir un régime qu'on a toujours montré comme terroriste, les talibans? Non, alors je ne vois pas de différence fondamentale, et c'est vrai qu'on peut légitimement se poser des questions sur pourquoi des différences de traitement entre un pays et l'autre, mais à mon avis, ce qui se passe, la différence de traitement aujourd'hui, elle était plutôt pourquoi est-ce que les Ukrainiens ont bénéficié de conditions plus favorables que d'autres requérants d'asile, demandeurs d'asile. Voilà, c'était plus ça la distinction et qui a fait réagir au niveau politique. Donc, pourquoi est-ce qu'ils bénéficiaient de certaines conditions plus favorables? Mais les situations sont différentes d'un pays à l'autre. Il faut voir si les conditions de l'asile sont réalisées ou pas. Aujourd'hui, avec l'Ukraine, c'est le cas. Avec l'Afghanistan, il y avait peut-être aussi avec l'Ukraine, on est directement impacté au niveau européen. Avec l'Afghanistan, il y avait une situation mondiale avec des pays aux alentours aussi qui étaient, disons, il y avait l'aspect géographique qui jouait un rôle aussi. À l'Ukraine, on est quasiment directement, c'est à une distance qui est, disons, proche de nos frontières. Donc la Suisse est plus directement touchée. Il y a quelques États entre deux. Moi, ce que j'aimerais dire, juste pour répondre attendez, à monsieur... Oui. Finissez, Non, ce que je voulais dire à M. Sommaruga, juste par rapport au cas qu'il a dénoncé, au cas de repousser cette image où on repousserait vraiment tous les migrants de manière inhumaine, c'est pas le cas. C'est que vous parliez de bons, de mauvais migrants. C'est du moment qu'on a un contrôle à nos frontières, eh bien, c'est de voir si les conditions sont réalisées ou pas. Et ça, c'est pas un débat qui est dans le cadre de Frontex ou du contrôle aux frontières. C'est un débat. Est-ce qu'on doit assouplir les conditions d'accès en Suisse et en Europe, ou est-ce que ces conditions aujourd'hui sont acceptables? Donc, moi, pour les cas de persécution et de situation extrême, comme on l'a dit aujourd'hui, il n'y a pas de discussion sur l'accueil, et la tradition de notre pays, c'est aussi cet accueil-là. Mais après, au niveau économique, il faut voir, on va avoir des pénuries dans certains cadres et dans certains corps de métier, dans certaines professions. Qu'est-ce qu'on peut aussi offrir aux personnes qui viennent? Est-ce qu'on peut offrir un travail? Est-ce qu'on peut offrir une possibilité d'installation ou pas? Et ça, c'est la politique suisse et européenne en matière de migration qui doit être mise en place. Alors Bernard Ceccoglini, puis après Philippe Ball, vous va bouillir. Moi, je crois qu'il ne faut pas être hypocrite, ne nous leurrons pas. Même si l'on passe
d'une politique répressive bricolée à une politique d'offre intelligente, nous continuerons à être hypocrites et à considérer qu'il y a des bons et des mauvais migrants. Actuellement, dans la perspective répressive, le bon migrant, c'est l'Ukrainien, chrétien, blanc, européen. Bien, mais dans la politique que nous dessinons, que nous attendons, le bon migrant, ce sera le médecin. Quand vous dites roumain nous, c'est qui l'Union viendra européenne, ouvrir la un Commission cabinet en aujourd'hui. Auvergne, car il n'y a plus de médecins en Auvergne. Quand j'étais recteur de l'agence... Est-ce que ça serait le médecin afghan ou le médecin syrien? Voilà. En tant que recteur de l'agence universitaire de la francophonie, j'ai financé des filières en Roumanie de médecine, en roumain et en français. Nous avons formé des tas de médecins excellents. Où sont-ils? Ils sont en Auvergne maintenant, parce qu'ils gagnent mieux leur vie qu'en Roumanie. Donc, les Roumains sont dans l'espace économique européen, les Roumains sont notre politique partagent la même langue d'ailleurs. Et oui, elle risque aussi d'assécher et de ruiner des pays comme la Roumanie, sans parler de pays africains. Si l'on ne fait pas de politique d'accueil des migrants dans un cadre de co-développement, on fait une politique qui sera néfaste pour le pays de départ, dont on va aspirer les médecins, les ingénieurs, ainsi de suite. C'est un vrai problème qu'il faut bien voir. Il faut que ces pays puissent se développer et ils ont besoin aussi d'élites. Alors justement, dans la directive européenne qui est publiée aujourd'hui pratiquement, ils s'opposent donc ce qu'ils appellent le brain drain, c'est-à-dire l'exode des cerveaux, et ils favorisent le brain gain, c'est-à-dire la croissance des cerveaux et l'échange, etc. Donc voilà, ça. Mais là, je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure en disant on tourne autour du pot et on ne veut pas parler des choses. Quand on dit il y a des bons immigrés et des mauvais immigrés. Et c'est complètement... Et personne sur Terre n'a intérêt à ce qu'on n'ose pas parler de ça. Pourquoi ça ne marche pas pour certains, pourquoi ça marche pour d'autres? Les opinions publiques existent. Nous sommes dans des démocraties. Et les opinions publiques ne peuvent pas réagir de la même façon à un immigrant ukrainien qui subit la guerre, et qui défend le modèle de vie européen et qui veut se réfugier en Europe parce qu'il aime le modèle de vie européen, et par exemple un jeune Algérien, parce que humainement, ils se valent. C'est les mêmes. Hein, il est bien d'accord, le droit de l'homme, c'est nu de toute conviction, nu de toute religion, mais l'homme est l'homme, et un homme en vaut un autre. Sauf que, culturellement, ça n'est pas vrai. Donc, entre celui qui défend le modèle européen et que l'opinion, je ne dis pas qu'ils ont tort ou raison, mais que l'opinion européenne est prête à accueillir à bras ouverts, et par exemple, les jeunes Algériens qui sont nourris dans la haine de la France depuis les accords d'Évian, que le gouvernement algérien n'existe que sur la haine de la France, qui est le bouc émissaire de ces incuries. Évidemment que le jeune Algérien qui vient et qui déteste le modèle français, et qui est vécu comme tel, si vous voulez, à tort ou à raison, mais qui est vécu comme détestant le modèle français, ne s'habillant pas français, ne mangeant pas français. En plus, oui, mais dans le modèle afghan, il y avait des gens qui voulaient ces valeurs-là à Kaboul. À Kaboul, il y avait justement des... Non, mais on est d'accord. On est d'accord, mais en plus, on a eu sur le territoire français un nombre d'attentats avec des morts considérables ces dernières années, tous des attentats islamistes. Vous ne pouvez pas faire... Non, mais donc, le problème, c'est musulman, pas musulman. Je ne dis pas que le regard de Suisse est le même. Et on n'a pas l'histoire coloniale. Donc, je pense que c'est plutôt aussi quelque chose de culturel. Donc, vous voulez dire, Carlos Maruga, c'est qu'en Suisse aussi, on a un problème avec les musulmans et les non-musulmans. Exact. Alors, un problème avec les musulmans tout court. Il y a quelque chose d'anti-européen dans l'islam politique, on ne peut pas nier ça. Il y a quelque chose de violemment anti-européen, comme il y a chez Poutine une détestation pour les mêmes raisons de l'Europe occidentale. Des décadences, les jupes courtes, le rouge à lèvres, les homosexualités, enfin toutes ces choses. Bon. Eh bien, on sent bien que dans l'opinion des pays occidentaux, il y a une réticence. Il y a une normale réticence à accueillir certaines populations immigrées et d'autres, à tort ou à raison. Mais ça se comprend. Et si on ne parle pas de ça, on parle de rien. On est obligé d'en parler. Ça n'est pas forcément du racisme. Vous voyez, Zemmour, le succès de... Je rejoins en partie. Le succès de Zemmour dans nos élections. Les populations africaines noires, agnostiques, qui ne sont pas musulmanes, elles ne sont pas accueillies les bras ouverts, même si finalement elles ne viennent pas ici avec un modèle qui a de modèle de mépris des valeurs occidentales. Donc moi je pense qu'en France, vous avez un problème qui est un problème historique lié à la colonie.
mais c'est quand même transversal à toute la communauté européenne. C'est vrai. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, il y a des réactions qui sont vis-à-vis de l'étranger, c'est-à-dire celui qui vient de loin, etc., où il y a plus de difficultés à une acceptation. Ça, C'est il faut vrai. faire En avec. Suisse, on a voté quand même contre les minarets, contre la burqa. Votation avec votation après votation, on montre à quel point, effectivement, on est sensible à la question Je me des prévaut d'une musulmans. longue expérience de terrain. C'est-à-dire que j'ai été partout sur le terrain pendant de longues années. Et je peux dire que, et il y a longtemps, des années 70 notamment, et je peux vous dire que la question de l'islam ne se posait pas, et que les problèmes de racisme vis-à-vis des gens, par exemple, d'origine arabe, maghrébine, enfin bon, étaient présents en France, mais l'intégration se faisait au fil des ans, et sans, si vous voulez, sans cliquet, sans régression. Ça marchait en progressant, l'intégration des populations arabes en France. C'est à partir du moment, la fin des années 70, retour de Khomeini en Iran, politisation de l'islam, que ça a commencé à déraper. Ça n'est pas pour des raisons de racisme, c'est pour des raisons politiques que ça a dérapé. Et aujourd'hui, des raisons politico-religieuses, c'est la même chose, en l'occurrence. Et ça, on ne peut pas le nier, on ne peut pas le mettre dans le dialogue et dans le débat sur l'immigration. Jawed Sangdal, j'aimerais vous faire réagir, justement, vous qui êtes... je pense que vous avez parlé de la démocratie. Mais si on a la démocratie, il faut laisser les gens de vivre comme ils ont envie de le faire. Parce que sinon, paradoxal, on dit de la démocratie, on ne laisse pas les gens de vivre comme ils ont envie qu'ils vivent comme nous, on a envie de le faire. Ça, c'est une chose. Bah après, c'est le pays d'accueil qui fixe les règles aussi, qui fait pas mal aux gens, qui décide on laisse les selon gens de quels vivre. critères Si on moi, j'ai mis s'assimile une ou pas. cravate, vous n'avez pas mis, c'est pas ça que vous avez. C'est-à-dire que... Non, mais il y a un dress code commun. Pour autant qu'il ne fait pas mal aux gens. Parce que si ma femme porte burqa, c'est-à-dire que pour foulard, c'est-à-dire qu'elle a le droit de le faire. Maintenant, j'aimerais juste pour dire, on ne parle pas d'opinion publique, on parle de l'État. Qu'est-ce que l'État fait vis-à-vis des immigrés? Mais vous, comme justement qui avez vécu ce parcours du combattant, c'est probablement aussi ce renvoi au fait que vous êtes effectivement non chrétien, on va dire ça comme ça. Très bref, moi je me présentais sur les réactions qui ont été données. Au début, c'était terrible. J'ai vécu en Suisse, il y avait plein de discriminations de trouver un travail, il faut intégration. On était assez jeunes, on a payé déjà pour les passeurs pour nous ramener jusqu'à en Suisse. J'ai dormi une journée dans la rue en Suisse parce que je ne savais pas où je devais aller. J'avais un enfant de presque 4-5 mois qui était né ici. Depuis quelques mois que je ne l'avais pas vu parce que mon épouse est venue avant moi. Et puis j'ai resté pendant 10 ans sans carte de séjour. C'est-à-dire il y avait juste que je ne pouvais même pas voyager. C'est-à-dire qu'on a passé des situations difficiles. Moi, je ne suis pas venu pour le problème économique parce que j'ai été obligé de venir ici en Suisse parce que je me dis je trouve un deuxième pays pour que je puisse vivre tranquillement. Alors, pour quelle raison exactement que vous êtes venu? Parce qu'il y avait, mon père était un ancien général à l'époque, mon frère aussi général, on avait une vie excellente, il y avait des talibans qui sont venus, les djihadistes qui sont venus, on était obligés de quitter le pays. Mon père, il était un nationaliste positif, il est resté au pays. Nous, on était obligés de quitter le pays. On arrive en Suisse, voilà le produit, le fruit aujourd'hui. Je forme plusieurs de mes enfants qui sont aujourd'hui des Suisses nés ici, nés à Londres, dans le domaine juridique, dans le domaine médecine, dans le domaine technologie. Ce sont les enfants citoyens suisses qui vont valoriser l'image de la Suisse. Maintenant, on ne parle pas des immigrants qui viennent de problèmes. On parle des immigrants de la famille suisse. Il y a plein de Suisses d'origine étrangère qui sont là de l'Afghanistan, qui voulaient sauver leur famille pour venir vivre ici. Ils portaient même garant. On n'a pas eu de retour. C'est-à-dire qu'il y a un problème vraiment, qui, moi je l'appelle les problèmes non visibles. Ils ne disent pas pourquoi. Il y a une discrimination invisible. Ils ne disent pas. Maintenant, qui le fait? Je ne sais rien dessus, je ne le connais pas, mais sûrement que ça existe. Pourquoi aujourd'hui la Suisse accueille 40 000 des immigrants que moi je vois une seule personne? Que je suis suisse, je dois plus que n'importe quel Ukrainien ici parce que d'abord, l'État suisse doit penser à ses citoyens. Je ne veux pas dire qu'il ne faut pas accueillir les Ukrainiens. Donc vous dites qu'il y a une discrimination invisible vis-à-vis de votre cas, de votre certains immigrants de la Syrie, de l'Afghanistan, de Liban, de tous ces pays en fait. Bernard Ciagoglini, vous qui travaillez sur la langue, qui est un corps, comme vous décrivez dans votre livre justement, qui est un corps qui a beaucoup ingéré de pays justement et d'autres mots arabes, grec, latin évidemment, anglais, etc. Quelles sont les limites de ce corps qu'est la langue qui fixe aussi ses limites, comme j'imagine un corps social? Quelles sont ces limites pour arriver à ingérer bien justement des corps étrangers entre guillemets? Oui, j'ai écrit ce livre avec Eric Orsona comme une métaphore.
une métaphore urgente, car nous voyons arriver l'élection présidentielle, nous entendions un discours xénophobe sur la France, sa pureté, la souche, etc. Or, Jules Michelet l'a dit, la France, c'est d'abord sa langue. Donc nous avons écrit un conte qui raconte l'histoire de la langue française, qui n'est fait que d'apports de mots étrangers, de mots francs, de mots arabes, de mots hébreux, etc. Ainsi de suite. C'est-à-dire que cette belle langue de Molière, de Racine et de Hugo, elle est faite d'éléments étrangers. Mais vous racontez aussi dans votre conte que justement, il y a certaines époques, comme au XVIIe, où justement la langue décide, enfin, il y a une espèce de barrière aussi qu'on met, on décide que là, justement, il faut revenir à le français un peu plus, il faut l'arrêter, etc. Donc, métaphore du pays, c'est donc de temps en temps, au XVIe siècle, la langue a accueilli énormément de mots, en particulier des mots italiens, énormément de vocabulaire, et au XVIIe siècle, Académie française, les grammairiens, on resserre un peu, on purifie, le mot date de l'époque, et puis au XVIIIe, on rouvre. Donc la langue régule aussi, régule l'apport. Exactement, le lien à la langue, et le lien de l'État à la langue. Et donc nous avons montré que la langue est une très bonne métaphore de notre pays, très accueillant parfois, qui retourne à une réflexion sur lui-même ensuite, accueille de nouveau. Et donc en disant, faites attention en ce moment, que faites-vous? Dans quel moment sommes-nous de la France? Mais quels sont les critères justement? Parce que... Alors le critère est clair. C'est parce qu'il y a eu tout d'un coup trop, ou bien c'est aussi une volonté qui est corrélée à d'autres facteurs? On ne peut pas pousser la comparaison, il y a trop de mots étrangers. Je crois que c'est clair, et en particulier le livre est dirigé contre le globish, c'est-à-dire contre cet américain d'aéroport et de la finance, d'une très grande pauvreté. Et nous montrons que, par exemple, au XVIIIe siècle, l'anglais, la langue anglaise, a beaucoup apporté aux Français. Tout le vocabulaire de la démocratie parlementaire, grâce à Voltaire, Diderot, d'Alembert, et la première révolution, vient de l'anglais. Pourquoi? Parce que ce sont des mots qui viennent pour désigner des choses nouvelles ou des concepts nouveaux. Or, le globish, c'est autre chose. Le globish vient remplacer des mots qui existent. C'est de la prédation. Et donc nous montrons que, de même, pour la population, je suis d'origine immigrée, bien sûr, italienne, chacun doit apporter sa pierre ou sa poutre en fer, puisque mon grand-père était charpentier en fer, mais pas venir voler. Et le globish est en train d'appauvrir la langue française, c'est une prédation. Les Italiens qui d'ailleurs n'ont pas toujours été aussi bien traités, puisqu'il y a 50 ans, on les traitait quand même de mangeurs de chats. Et ce n'était pas aussi idéal que des chrétiens aujourd'hui. Et au début du XXe siècle, des Italiens qui étaient venus pour faire les vendanges dans le Languedoc ont été massacrés. Nous ne sommes pas toujours très accueillants, nous le savons ça. L'apport de l'anglais dans la langue française au moment des Lumières est un retour des choses, puisque à l'époque de Guillaume le Conquérant, c'est le contraire, c'est le français qui a colonisé l'anglais. Sidney Camerzin, j'aimerais justement sur les limites qu'on doit fixer, parce que là, aujourd'hui, il y a une politique très dure, excepté le cas ukrainien, mais une politique très dure du Conseil fédéral. Or, même l'économie, vous venez d'un canton, le Valais, qui a besoin de beaucoup de main-d'œuvre. Même l'économie dit on a besoin de main-d'œuvre, et aujourd'hui, on n'a peut-être pas assez de contingents. Est-ce que justement, aujourd'hui, on n'est pas trop un peu dans l'idéologie plutôt que dans le pragmatisme qui fait aussi la patte du Suisse ? Non, je crois pas. Je crois qu'on a trouvé quand même cet équilibre. Vous l'avez dit, en Valais, on s'est construit au niveau touristique, au niveau de la construction, grâce aux connaissances, grâce à la main-d'œuvre, grâce à l'expérience de personnes qui sont venues en Suisse et en Valais de l'Union européenne et aussi hors Union européenne. Moi, je crois que c'est trouver un équilibre entre ce dont les pays de départ, il faut respecter, ça a été dit dans le cours de cette émission, et c'est vraiment une idée importante de respecter ce qui se passe dans les pays de départ et voir dans quelle mesure on peut, disons, collaborer avec ces pays-là pour voir dans quelle activité professionnelle il y a un besoin local ou pas, et quelles sont les personnes auxquelles on peut offrir des perspectives. La Suisse aujourd'hui ouvre assez largement, je dirais, du point de vue de l'économie. Est-ce qu'elle ouvre aussi assez largement ses portes ou pas ?
Bon, je dirais en Suisse, en tout cas, on a le marché européen. Donc, on a tout cet immense bassin de population, de connaissances au niveau médical. On l'a vu avec les Français hein, qui ont amené énormément d'infirmières, de médecins en Suisse et d'infirmiers en Suisse et dans tous les cantons. Donc, on a beaucoup de collaboration déjà à ce niveau-là. Et on a un immense marché du travail européen qui donne, disons, qui a permis beaucoup d'échanges et aussi à l'économie suisse. On est très rétif aussi à la faire venir, cette main-d'œuvre. C'est compliqué. On a d'ailleurs fixé des quotas spécifiques. Bon, au niveau européen, ça fonctionne assez bien. En tout cas, à Genève, avec les frontaliers, avec la France, je dirais que c'est quand même plus ou moins bien. Il n'y a pas de quota là. Plus ou moins bien, ça pose certains problèmes d'infrastructure et autres, de certaines tensions sur le marché, mais je dirais que d'une manière générale, il y a quand même des échanges très importants qui se font tous les jours, des dizaines de milliers de personnes qui franchissent la frontière. Donc, on a au niveau européen cette collaboration maintenant et ces accords. Maintenant, est-ce qu'il faut aller plus loin en ouvrant aux États, disons, extérieurs à l'Union européenne et ouvrir ces portes-là. Aujourd'hui, c'est pas la direction qu'on prend parce qu'on a ce grand marché, que la Suisse y trouve son compte parce qu'on arrive disons, à avoir l'expérience professionnelle qui nous permet de prospérer et vice-versa aussi. Donc, moi, je trouve qu'on a aujourd'hui un équilibre par rapport à la situation économique. Après, la question que vous avez posée de bons ou de mauvais migrants, je crois que c'est pas ça c'est vraiment au cas par cas. C'est de voir dans les situations, on ne peut pas dire les Ukrainiens sont des bons réfugiés, des bons requérants d'asile ou migrants parce qu'ils ont les mêmes histoires spirituelles ou caractéristiques démocratiques que chez nous. C'est vraiment au cas par cas et avec la collaboration avec les pays de l'Union européenne. Et pour revenir au début du débat avec une agence de coordination, eh bien là, on peut justement voir où sont les besoins, quels sont les besoins des pays de départ, de la Suisse et de l'Union européenne, et de contrôler en fait les migrants qui sont aptes, disons, et qui à venir trouver en Europe, dans notre économie, disons, ce qu'ils recherchent. Je vous laisse, Carlos. Vous vivez dans un monde complètement virtuel. La réalité, c'est que Frontex, ce n'est pas des personnes qui sont dans un bureau à Bruxelles ou à Varsovie et qui gèrent comme ça la migration. C'est des gardes frontières sur les frontières qui bossent avec les gardes frontières nationaux, grecs, polonais ou italiens, voire français, et qui repoussent des gens. Si seulement ils prenaient en charge ces gens pour les amener sur le territoire européen et ensuite les canalisent pour qu'ils puissent déposer la requête et le cas échéant ensuite les renvoyer. Mais ce n'est pas ce qui se fait. C'est ça que nous dénonçons et nous pensons qu'il faut trouver des voies alternatives. Après, moi j'aimerais juste dire en ce qui concerne les étrangers qui viennent travailler chez nous, les migrants qui viennent travailler chez nous. Oui, c'est vrai, il y a un marché européen. Moi, quand ma fille, il y a quelques années, on était en vacances en Valais, et puis qu'on a dû aller à l'hôpital cantonal du Valais, à Sion, c'était sympa, mais c'était d'ailleurs très particulier. Simplement, la radiologue était, elle, polonaise. Le chef de clinique était allemand et l'infirmière nous venait de Paris, d'origine camerounaise, parce qu'elle avait été happée depuis le Cameroun, formée en France. Ça, c'est la réalité des hôpitaux universitaires en Suisse. Parce qu'elle avait le permis, elle pouvait venir en Suisse. Donc ça, c'est la réalité actuelle, le marché européen. Mais il est en train de s'assécher. Il est en train de s'assécher et tout le monde est conscient. Et c'est pour ça qu'il y a cette démarche qui est faite en Europe de créer des nouvelles dynamiques, en fait, de faire venir des personnes des États tiers, pas seulement de l'Ukraine, mais aussi d'autres pays du monde. Et je trouve que ça, c'est en fait intéressant parce qu'en Suisse, les places d'apprentissage, elles ne sont pas toutes pourvues. Il y a des milliers de places qui ne sont pas pourvues. On peut faire venir des jeunes à former, etc., qui demain, avec des programmes, aussi peuvent retourner pendant quelques années dans leur pays, revenir ici. Bien sûr, mais même le patronat en France réclame effectivement. Le patronat a demandé de faire ça. Non, mais j'acquiesçais pour Philippe. A demandé d'augmenter les quotas et Mme Keller-Souter, donc la ministre de la Justice et Police, a dit non, ça va très bien. Et donc, est-ce qu'on ne gouverne pas avec trop par l'émotion et justement pas assez par le pragmatisme ? Bien sûr. Alors, ça sera. Oui, Philippe, encore réagir. Le mot de la fin, parce qu'après, on va devoir laisser parler. Le patronat Alexandre européen s'est exprimé, a collaboré à l'élaboration de cette directive, en tous les cas, l'a appelée de ses voeux, cette directive, pour ouvrir à une immigration.
Et ils ont très peur des années qui viennent de ne pas pourvoir des postes décisifs. Bernard Ciagoglini, vous qui justement le mettez en scène dans votre livre, la peur des gouvernements face à l'opinion publique, et l'opinion publique qui est aujourd'hui de plus en plus conservatrice, est-ce que ce n'est pas justement problématique de trop gouverner avec... Et c'est aussi un refus de l'ouverture, un refus du progrès, un refus du développement naturel. Les technologies, les idées, les cultures voyagent et se reflètent dans la langue. Et être puriste de la langue aujourd'hui, c'est une erreur historique fondamentale. D'accord, ça sera le mot de la fin. Et là, on va écouter justement ce qu'en pense Alexandre Kominek. On le regarde tout de suite. Bonjour tout le monde, je vous fais une petite vidéo en direct du tiers-monde. Oui, le tiers-monde, parce qu'en effet ici le pouvoir d'achat n'est pas élevé, il n'y a plus d'huile de tournesol dans les rayons, les routes sont barrées, mais bon, assez parlé de Paris. Ah là là, l'immigration, grand débat qui revient chaque année en Suisse. J'ai vraiment l'impression que c'est une tradition chez nous. C'est comme le 1er août, on a envie d'envoyer des feux d'artifice, mais plus des étrangers. On n'aime pas ça, hein, les étrangers. C'est d'ailleurs pour ça que l'extrême droite cartonne en Suisse. Philippe, vous y étiez presque. 42%, c'est pas mal, mais c'est pas assez. Ah c'est dur d'être suisse. Hein. C'est pas donné à tout le monde un SMIC à 3 800 €. C'est pour ça qu'il y a de la sélection chez nous. Hein. T'arrives pas au carré VIP en radeau. Mais c'est vrai qu'en Suisse, chaque année, on a peur des immigrés. Mais vous savez ce qui me ferait flipper, moi? C'est de voir que notre équipe de foot est uniquement composée de Fabian Schär et Sylvain Widmer. Alors oui, c'est facile de dire ça, mais c'est ça la Suisse. On aime les étrangers quand ils nous servent à quelque chose. Le truc, c'est que forcément, ils nous servent à quelque chose. Et forcément, ils font plein de choses. Moi, par exemple, avant d'avoir la formidable idée de faire des blagues. J'ai travaillé sur des chantiers, j'ai nettoyé des bureaux, j'ai fait la plonge à l'hôpital cantonal. Je peux vous dire que dans mes anciens collègues, il n'y en avait aucun qui descendait de Guillaume Tell. Moi, ce qui me fait rire, c'est que chaque année, on entend le problème de l'immigration. Bientôt, ils vont demander à Yann Sommer de se mettre sur la douane et d'arrêter les étrangers. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, sur l'immigration? Je ne serais pas là s'il n'y en avait pas. Je suis le fruit de ce qu'il y a de plus suisse, c'est-à-dire la mixité. Tunisien, polonais. Aucun de mes amis d'enfance est suisse de souche. Mais comment peut-on être contre l'immigration en Suisse ? Mes parents se seraient jamais rencontrés. Ils n'auraient jamais vécu leur amour. Ils n'auraient jamais couché ensemble. Pardon, c'est juste que j'ai l'image et rien que ça me donne envie de renvoyer mon père nulle part parce qu'en fait, il est parti depuis longtemps. Merci Alexandre Kominek et merci à vous toutes, tous ce soir sur ce plateau, tous uniquement. Le point sur les migrants qu'on n'aime pas, qu'on veut accueillir, qu'on ne veut pas. À 2 semaines de la votation Frontex, ce sera le 15 mai prochain et dans le contexte évidemment de la crise en Ukraine, c'est fini, du moins sur notre plateau. Merci de nous avoir suivis, on vous souhaite une excellente soirée et semaine à toutes et tous. Bonsoir.